À ce moment, il est pratiquement impossible pour les Européens de pénétrer le continent africain de manière sécure. Nous sommes en 1380, des centaines d'années avant les grands empires européens. Des navigateurs en provenance de la ville de Dieppe partent à bord de 2 grands navires à la recherche d'épices et d'ivoire. Ils tombent alors sur une côte qui regorge de ressources, des épices et de l'ivoire bien sûr, mais aussi tellement plus, notamment du bois et surtout de l'or. En fait, l'or est si abondant dans la région qu'on l'appelle la côte de l'or. Sur les rives de ce qui deviendra plus tard le Ghana, les Français installent un fort qu'ils appellent la mine. Or en Europe, la France et l'Angleterre sont au milieu de la guerre de 100 ans. La route commerciale vers l'Afrique est donc perturbée et les Français abandonnent leur comptoir africain. C'est seulement des décennies plus tard que les Portugais, forts d'un nouvel empire maritime, récupèrent la mine, ou plutôt Elmina. Rapidement, les puissances européennes veulent imiter le Portugal et ouvrent une série de comptoirs un peu partout sur la côte ouest de l'Afrique. À chaque région, sa vocation, d'ouest en est, c'est la côte du poivre, la côte d'ivoire, la côte de l'or et bien sûr, la côte des esclaves. En un siècle, les Européens vont y construire près de 80 comptoirs fortifiés. Les Européens qui découvrent l'Afrique sont aussi émerveillés que confus. Car d'une part, ils découvrent des sociétés où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. En fait, les missionnaires chrétiens rencontrent un problème. Ils sont carrément incapables de convaincre les populations locales de l'existence de l'enfer. D'un autre côté, ils observent aussi des guerres sanglantes où les vaincus sont souvent réduits à l'esclavage par les vainqueurs. Rapidement, ils comprennent qu'ils peuvent tirer avantage de cette hostilité entre les différents peuples afin de se procurer des esclaves en grand nombre directement auprès des locaux. Ainsi, le plus souvent, les esclaves sont capturés par les populations locales puis livrés aux Européens en échange de perles, de fusils, d'alcool et d'une variété de produits. Bientôt, le système est érigé en véritable industrie. Chargés comme une marchandise sur les négriers européens, ces esclaves sont envoyés un peu partout à travers le monde. Dans le cas de la France, ils sont surtout envoyés aux Caraïbes et dans les Antilles afin de travailler sur les plantations de sucre et de café. Entre 1551 et 1875, environ 1 380 000 Africains ont été embarqués sur des navires français afin de traverser l'Atlantique. 80% sont chargés à destination de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. C'est le fameux commerce triangulaire. Et ça, il est important de le comprendre. Si certes les puissances européennes sont intéressées par l'Afrique, pendant plus d'un siècle, elles sont surtout intéressées par l'Amérique, les Caraïbes et les Antilles, bref, tout ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. À ce moment, il est pratiquement impossible pour les Européens de pénétrer le continent africain de manière significative, notamment en raison des maladies. Ainsi, le plus gros de l'Afrique reste longtemps une terre mystérieuse et inconnue des Européens. Or, les choses s'apprêtent à changer. Car en Europe, les machines à vapeur se multiplient, la science médicale progresse à une vitesse effarante et avec l'arrivée du train et du télégraphe, le monde est de plus en plus connecté. C'est le début de ce qu'on appellera la révolution industrielle. Soudainement, l'Afrique n'est plus aussi impénétrable. Ses richesses naturelles sont de plus en plus convoitées afin d'alimenter les industries européennes qui demandent toujours plus de matières premières. C'est dans ce contexte que les puissances européennes multiplient les expéditions afin d'explorer et de coloniser le continent africain. De manière générale, la colonisation de l'Afrique est menée pour des raisons de prestige ainsi que pour des motivations économiques, c'est-à-dire pour extraire les ressources africaines, sans équivoque. C'est-à-dire, il existe aussi une certaine vision à travers l'Europe, postulant qu'il est presque un devoir de coloniser l'Afrique afin de lui apporter la lumière de la civilisation. D'abord sous la gouverne de Napoléon III, qui souhaite marcher dans les pas de son oncle célèbre, la France est à nouveau déterminée à ajouter des pierres à l'édifice colonial. En seulement quelques années, la superficie de l'Empire est triplée. L'influence française est de plus en plus forte en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne, sans parler du Vietnam, du Cambodge, du Congo, de la Guinée. Bref, devant cette expansion rapide de l'Empire français, l'équilibre de la force est compromis en Europe et bien sûr, les autres puissances coloniales sont inquiètes. Pour le Royaume-Uni et l'Allemagne notamment, il ne faudrait surtout pas céder les ressources de l'Afrique à la France. À mesure où les puissances européennes s'étendent sur le continent africain, les désaccords se multiplient et la tension monte. Les Portugais, les Allemands, les Austro-Hongrois, les Britanniques, les Belges, les Italiens, les Néerlandais, les Russes, Norvégiens, Suédois, Danois, Français, ça commence à faire beaucoup de monde.
Devant cet intérêt grandissant, fin 1884, le chancelier allemand Bismarck convoque toutes les puissances coloniales à une grande conférence à Berlin afin d'établir ensemble les règles du jeu. Il convient notamment que toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. La consigne est donc claire. Prenez tout ce que vous pouvez, à la seule condition qu'un autre Européen ne s'y trouve pas déjà. La France obtient le contrôle de territoires immenses en Afrique de l'Ouest et en fait, elle émerge largement gagnante de la conférence de Berlin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chancelier allemand Bismarck vient tout juste de conquérir la région française d'Alsace-Lorraine et secrètement, il essaie d'apaiser la France avec des concessions sur l'Afrique. Il ne sait pas encore, mais ses espoirs sont vains. C'est alors le début de ce qu'on appellera la ruée vers l'Afrique. En seulement quelques années, le taux d'occupation du continent par les Européens passe de 10 à 90%, alors que nombre de colonies sont établies. La manière dont celles-ci sont administrées varie énormément. Chez les Britanniques, pour maintenir le contrôle politique sur les colonies aux quatre coins du monde, on instaure typiquement un système basé sur la collaboration et l'intégration des autorités locales. C'est la doctrine de la souveraineté indirecte. Chez pas mal tous les autres, donc les Portugais, les Belges, les Allemands, les Français, on exerce une doctrine diamétralement opposée, en prenant bien soin d'assigner des militaires, des politiciens et des fonctionnaires issus de la métropole, afin de mieux assimiler les populations locales. C'est ce qu'on appelle la souveraineté directe, un mode de gestion hautement centralisé dirigé depuis l'Europe. C'est une différence absolument fondamentale dans l'architecture sociale des colonies, dont les conséquences sont à plusieurs égards toujours visibles aujourd'hui. Autour de 1910, les puissances européennes commencent à nouveau à se piler sur les pieds en Afrique, mais aussi en Europe. Malgré les espoirs de Bismarck, la vieille question de l'Alsace-Lorraine n'est toujours pas réglée. La France en veut à l'Allemagne et la tension est à son comble entre les grands empires européens. Le 28 juin 1914, quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique, alors que la France, elle, tente d'enfin reconquérir l'Alsace aux mains des Allemands. Ça y est, c'est la guerre. On s'attend à un conflit court et expéditif, or les choses dégénèrent. Avec des colonies partout dans le monde, la guerre se mondialise. C'est la première guerre mondiale. Lorsque la poussière retombe, l'Allemagne et ses alliés sont battus, donc les colonies allemandes en Afrique sont réparties entre les vainqueurs. La France hérite ainsi du Togo et d'une partie du Cameroun. Dans la foulée de ces acquisitions, Paris crée 3 nouvelles colonies, le Niger, le Soudan français, aujourd'hui le Mali, et la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. C'est alors l'apogée de l'empire colonial français. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la France fait essentiellement ce qu'elle veut à travers l'Afrique et une bonne partie de l'Afrique du Nord, un territoire immense aux ressources naturelles abondantes. En 1931, on organise une grande exposition pour démontrer aux Français les avantages et les bienfaits de l'empire colonial. C'est l'exposition coloniale de Paris. Plus de 8 millions de visiteurs découvrent les colonies françaises à travers une série de pavillons construits à grands frais, mariant l'exotisme et l'extravagance. Même si l'avenir semble